tout cas, merci de continuer à être attentif, puisque là, notamment, on va évoquer des sujets très importants, sujets importants pour les médias traders, puisqu'il s'agit de nouveaux concepts qui ne sont pas forcément très bien maîtrisés aujourd'hui. Et j'allais dire que la beauté de ce marché, c'est l'humilité qu'elle exige de nous à travers des nouveaux concepts, des nouvelles technologies qui apparaissent, j'allais dire tous les 6 mois, mais je suis pas loin de la vérité. Et justement, on va en parler dans quelques instants. Donc, première question pour toi, Margarita, autour du custom bidding. On en a parlé lors de notre toute première intervention avec Ophélie et avec Amélie. Custom bidding, une personnalisation qui est avancée vers des stratégies d'achat, on va dire, de plus en plus sophistiquées. Alors, on sait que Weborama, c'est un acteur clé dans le domaine de la data et historique dans le domaine du programmatique. Alors, en quoi le custom bidding change la manière dont les annonceurs et les agences optimisent leur achat média? Je réutilise un mot-clé utilisé également, qui a été énoncé à plusieurs reprises par Ophélie et également Amélie, la notion de gain. C'est quoi les gains de performance qu'on observe grâce à ces stratégies sur mesure? Effectivement, chez Weborama, on est un acteur de la data et grâce à ça, on a la chance d'avoir deux bases de données très volumiques. Une user base avec des cookies tiers et une cookie-less avec du contextuel sémantique. À ça, on ajoute effectivement dans la gestion de nos campagnes au sein de mon équipe, donc les média traders qui travaillent avec moi, on ajoute aussi toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées pour combler la disparition des cookies tiers, notamment les ID universels, la Privacy Sandbox. On travaille énormément sur des scorings d'appétence, des scorings de propension d'achat, des lookalikes. Donc en fait, quand on regarde cette richesse de la data, ça nous donne des possibilités assez importantes de gérer les campagnes et donc des campagnes très granulaires. À ça, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'omnicanalité. Effectivement, quand on rajoute plusieurs devices, plusieurs canaux au sein de la même campagne, plus une grande quantité de data, ça donne des centaines de stratégies d'achat pour une seule campagne. Donc ça, humainement, pour un media trader, c'est très compliqué à gérer. Vive l'IA, donc. Vive l'IA, exactement. C'est là où le custom bidding, effectivement, vient pour aider l'humain, pour l'aider sur toutes les tâches chronophages, notamment les petits ajustements qu'on fait au quotidien sur les campagnes. Du coup, les algos ont plusieurs objectifs. Le premier, effectivement, c'est de pouvoir gérer ce nombre de stratégies d'achat avec précision et en temps réel. Le deuxième, c'est de déterminer, de prendre la valeur de la data que nous, on connaît dans nos bases de données et de l'utiliser justement dans le bidding, dans la détermination de l'enchère, impression par impression. Là où, en général, les algos des DSP travaillent par des lots, par des batchs d'impression auxquels ils mettent le même prix. Chez nous, la valeur de la data nous indique que chaque utilisateur, plusieurs utilisateurs dans le même segment ne vont pas avoir la même valeur pour cette campagne-là en particulier. Une stratégie de plus en plus granulaire. Exactement. Donc les algos de custom bidding vont être capables de travailler impression par impression en déterminant vraiment le bon prix d'enchère. Et ça engendre effectivement plus d'efficacité pour les campagnes publicitaires. Et on est capable de générer plus de gains, plus d'efficacité pour la campagne avec le même budget. Ça transforme énormément le travail des média traders dans mon équipe parce qu'ils ont un rôle beaucoup plus macro que micro. Effectivement, l'algo est là pour faire le micro, eux ils sont là pour faire la stratégie. Déjà en amont, pour travailler bien la stratégie d'achat et réfléchir à la data, à la création, à l'audience planning qu'ils vont mettre en place, et après analyser les insights que l'algo va leur donner pour justement le faire passer dans le bon sens, pour lui faire optimiser la campagne dans le sens où on veut l'amener. Merci Margarita. Donc on parlait à l'instant de plus grande granularité dans les stratégies d'achat. Donc Thibaut, bienvenue ici, c'est la première fois qu'on se rencontre, on s'est déjà parlé une fois, donc enchanté. Donc chez Publicis Media, tu travailles sur plusieurs plateformes DSP, on va dire que les équipes de Publicis Media travaillent sur plusieurs DSP qui proposent des modèles d'enchères, on va dire, automatisés. Dans quelle mesure cette notion de custom bidding permet d'aller au-delà des stratégies standards proposées par ces plateformes, comme l'évoquait à l'instant Margarita?
Écoute, c'est une question qui mérite d'être traitée, mais en plus de 2 minutes malheureusement. Donc on va faire une question super short, une réponse super short. Mais déjà, je voudrais dire que c'est super sympa que le marché s'approprie ce sujet-là, que les agences finalement intègrent ces sujets de custom bidding au sein de leur stratégie média, parce que c'est un sujet qui incombe aux agences médias. Voilà, ça c'est super important de le rappeler. Et donc de voir que comment Havas communique sur MoMA, que GroupM communique sur Pathfinder, c'est franchement la bonne dynamique. Pour parler de Simba, donc l'initiative Custom Bidding powered by AI chez Publicis, c'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé, mais donc un custom algo qui nous permet de faire de l'optimisation multi-KPI, multi-sources de données sur les plateformes, les DSP principaux qu'on utilise. Et ça, c'est là qu'on arrive à tirer toute la valeur du custom bidding. Donc, en créant des KPI, soit qui sont tout simplement qui n'existent pas dans les plateformes, on pourrait parler du new to brand dans le DSP d'Amazon, qui nous permet d'optimiser donc sur ce KPI-là pour des campagnes retail. Et ensuite, des KPI créés de manière complètement custom pour des clients comme McDo sur leur indicateur, le Max Score, qui intègre à la fois du CPM, de la complétion, qui sont dispo donc dans le DSP, de l'attention et de la visibilité. Tout ça donc sur des tiers mesureurs qui sont différents. Donc on se retrouve avec 4 indicateurs sur 3 outils différents, intégrés au sein d'un même KPI qu'on peut optimiser. Voilà. Et ça, c'est un sujet donc, qui a tendance à vivre, puisque aujourd'hui, Simba est dispo sur le retail, sur le search, sur le display et sur YouTube, et bientôt sur le social et sur la Connected TV. Merci Timbo. Donc Timbo, parce que j'ai entendu Simba, j'ai fait Timbo, pardon. Timo et Pumba, c'est pas honneur, mais c'est pas grave. Alors c'est pas Timon et Pumba, c'est Thibaut et Sébastien, parce que je travaille en collaboration avec Sébastien sur ce sujet. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut pour cette explication et cette multiplicité, j'allais dire, du mode et de stratégie d'achat possible. Donc, après Publicis, Havas, à travers toi, Masaki, l'enjeu du custom bidding, ça se repose aussi sur l'exploitation de la data et j'allais dire que c'est ton principal rôle au sein d'Havas. Comment Havas Media intègre cette technologie dans ses stratégies d'achat et surtout les KPI qui sont les plus impactés par ça? On a très vite considéré que c'était un nouveau moyen pour améliorer notre pratique du trading, en particulier pour mieux intégrer, mieux incorporer la dimension business, les finalités, les impératifs business dans la pratique du trading, puisque pour reprendre un petit peu ce que Margarita a évoqué, le custom bidding nous procure cette capacité à agir au niveau le plus fin de l'inventaire, impression par impression, comme tu l'as si bien dit, mener une analyse pour ne retenir que celle qui présente un véritable sens économique pour l'annonceur et pour ne payer, là aussi, chacune d'entre elles qu'à son juste potentiel de valeur économique. Donc vous voyez, on essaie vraiment de relier toujours la valeur d'une impression à un enjeu économique pour notre annonceur. Donc on a conçu différents modèles, différents algorithmes qui répondent à différents objectifs. On en a notamment conçu un qui s'intéresse à la valeur client. Donc on a construit un modèle prédictif qui va chercher à optimiser l'efficacité sur un objectif de valeur client. Donc tu vois qu'on on dépasse largement les indicateurs classiques de performance comme le coût par conversion, puisqu'on va s'intéresser à la valeur dans le temps des clients qui sont acquis. Alors pour en venir à mon métier, c'est là que peut-être que ça devient intéressant. Pour mener ce type de projet, il faut collaborer très étroitement avec les équipes data et CRM de l'annonceur parce qu'au fond, il nous faut identifier, déterminer collectivement quels sont les meilleurs critères prédictifs de la valeur client. Donc avant même d'être un projet trading, programmatique, custom bidding, en fait c'est un véritable projet data. En l'occurrence, on a pu mener ce projet avec notre client Canal+, et ça a fait ses preuves puisqu'on a pu améliorer très largement le rendement économique par rapport à une stratégie d'enchère classique. Donc c'est une discussion, j'allais dire, constante avec l'annonceur pour qu'on identifie ces KPI. J'allais dire, c'est assez classique, mais qu'on aille encore plus loin dans la valeur client qu'il recherche. Je retiens également la valeur, pas seulement immédiate, mais également dans le temps, oui, pour pouvoir, notamment quand on est un acteur comme Canal+, où la notion d'abonnement et de rétention est importante,
Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire en amont et décloisonner le côté CRM et le côté uniquement marketing digital. Si j'ai bien compris. Oui, tu l'as bien dit. Le client a les clés pour correctement prédire la valeur d'un client en fonction de différents paramètres. On va chercher à récupérer, à retrouver ces critères, ces paramètres en trading pour faire certains arbitrages. Et encore une fois, choisir les impressions qui ont un sens économique pour l'annonceur. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je vais revenir sur un sujet, on a parlé du custom bidding, parlons maintenant de ce qu'on appelle l'hybrid data. Weborama a développé pour toi, Margarita, cette question, c'est des solutions basées sur la sémantique et le contextuel. Alors, comment ce qu'on appelle la data hybride permet de compenser la disparition des cookies tiers et d'améliorer la précision du ciblage? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de nos 2 bases de données. Donc l'une d'entre elles, c'est effectivement une base contextuelle sémantique sur la base de l'apprentissage et de la compréhension de texte des articles lus par les internautes. Effectivement, la dernière annonce de Google en juillet dernier nous a annoncé que les cookies tiers allaient rester encore un petit peu. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'ils baissent de plus en plus. On a de plus en plus, effectivement, on a parlé d'omnicanalité, de plus en plus de canaux qui sont inclus dans les plans médias, dans un parcours utilisateur fluide, mais qui n'acceptent pas les cookies de base, comme la CTV ou le DOH dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, effectivement, uniquement avec de la donnée cookie, on ne peut plus toucher tous les internautes. Au mieux, on pourrait aller à 30-40% de sa cible si on a de la chance et si on arrive à les retrouver de manière simple. Donc effectivement, l'hybridation de la data nous permet de nous adapter aux usages des utilisateurs. Tout d'abord, au consentement qu'ils ont donné. Des consentements sur du cookie, des consentements sur des ID universels, des consentements sur de l'ID CTV. Et après, ça nous permet d'avoir accès à la totalité des cibles et de toucher des cibles pour certains annonceurs sous-exploités. Toutes les cibles qui se trouvent sur des Safari, Firefox, sur des navigateurs mobiles. On expose énormément ceux qu'on connaît, mais on oublie un petit peu ceux qui n'ont pas cet accord de cookies. Donc la manière dont on procède, c'est que dans la même campagne, annonceur, on va avoir toutes ces datas ensemble qui vont cohabiter avec des stratégies séparées. On va avoir du cookie, de l'ID, de la privacy sandbox. On va avoir de la first party data annonceur, on va avoir des audiences basées dessus. On va avoir, tout à l'heure, Mazaki parlait de toute la partie insight en amont, qu'on travaille avec nos data scientists qui produisent des segments custom. Donc en fait, on va se retrouver avec toutes ces données ensemble qui permettent de s'adapter au parcours de l'utilisateur. Et sur ce type de campagne-là, ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, sur les personnes qui possèdent un cookie, on les expose principalement à plus de 90% sur Chrome et ils convertissent à 90% sur Chrome. Pour ceux qui ont des identifiants universels, par exemple, juste pour faire la comparaison, on est entre 85 et 90% sur du Safari, Firefox. Et derrière, par contre, il y a une contrainte qui est très importante, c'est celle d'avoir des outils chez les annonceurs ou chez les agences qui sont capables de mesurer ce parcours hybride aussi. Parce que d'un côté, le ciblage est hybride, mais si la mesure ne l'est pas, en fait, on perd toute la valeur qui est apportée par le ciblage. Et donc, on a besoin d'outils qui sont capables d'analyser de manière data-driven tous les touchpoints qui sont sur du cookie ou sur de l'univers cookie-less. Merci Margarita pour la précision de ces questions autour de data hybride, que ce soit une diversité de data, si j'ai bien compris, une diversité également de navigateurs, de canaux, oui, de navigateurs, de canaux, etc. Et c'est la capacité à agréger l'ensemble de ces informations pour créer de la valeur qui va permettre aux agences et aux annonceurs de toucher la cible qui leur convient. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait. Super. Thibaut, on est là en train de parler de différentes sources de data. Comment justement Publicis combine ces différentes sources de data, que ce soit first party, probabilis, contextuel, pour affiner ces stratégies programmatiques. Et puis j'allais dire que même cette donnée, elle devient un facteur très différenciant pour le media trading. Comment on gère tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour les combiner? Écoute, il y a des solutions qui existent depuis maintenant une dizaine d'années qui s'appellent les DSP. Du coup, on se base pas mal dessus pour agréger la data, l'utiliser et affiner au ciblage. Pour le coup, ça répond pas à toutes les questions. Donc, il y a des innovations qui sont mises sur pied, et notamment les ID alternatifs. Qui répondent à beaucoup d'enjeux.
Maintenant donc chez Publicis comme chez nos confrères, on a à peu près testé en tout cas les innovations les plus robustes qui sont disposées sur le marché. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à des solutions qui soient holistiques, qui soient interopérable. Alors c'est peut-être un vœu pieux d'acheteur, mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on parlait tout à l'heure de data collaboration. C'est très cool la data collab, mais pour le coup, si on pouvait avoir une solution, enfin des solutions qui se parlent de manière unifiée, ça serait nickel. Aujourd'hui, c'est encore trop siloté, c'est-à-dire que les retailers, les broadcasters, les big tech ne se parlent pas, parfois à juste titre, hein, mais donc le côté sell-side, il y a une grosse défense du précaré, quand côté buy-side, on aurait envie d'aller un petit peu plus loin. Ceci étant dit, et d'ailleurs pour des informations qui ne sont pas complètement dingues à gérer, un 1 et un 0 juste pour savoir si quelqu'un est passé par là ou pas, suffirait dans un premier temps. Ensuite, pour ramener un petit peu de pragmatisme là-dedans, la question c'est juste que veut le client, comment est-ce qu'on fait pour répondre à son enjeu business, que ce soit à n'importe quel étage du funnel, que la data soit hybride ou pas. Finalement, avec de la data contextuelle, on peut très bien réussir à faire des choses super bien. Par exemple, je sais pas, vendre des maillots de rugby, même si, je sais pas si on a encore envie d'acheter des maillots de rugby à l'heure actuelle, vu le match de samedi dernier, mais bon, passons, on va pas refaire le match. La data contextuelle pourrait amplement suffire, parce que acheter un segment de data avec plusieurs données croisées pour acheter un segment fan de rugby, finalement, ça revient aussi à acheter un segment qui est en grande partie construit avec de la data contextuelle ou sémantique. Merci Thibaut. Masaki, le mot de la fin sera pour toi, puisqu'il nous reste... Quelle responsabilité. Voilà, une question qui est la suivante autour des DSP, c'est que les DSP intègrent de plus en plus des options de ciblage très très avancées. Quelle place occupe chez vous la data hybride dans les stratégies que vous pouvez mettre en place chez Havas, et comment vous évaluez son efficacité par rapport aux méthodes plus traditionnelles? Je suis très content, Michel, que tu nous emmènes sur ce terrain de l'hybridation. Tu me tends une perche, puisque c'est justement au centre de l'approche du ciblage chez nous avec notre plateforme data Converged, qui n'est pas une énième tentative de fabriquer ou de construire un gigantesque ID graph, de mettre en base de données l'ensemble de la population française, qui est un fantasme qui est voué à l'échec, sauf quand on est un GAFA, bien entendu. On a plutôt choisi de s'appuyer sur les forces naturelles, je dirais les forces structurelles de la donnée de panel. Donc on a un partenariat. Le retour du panel ? Absolument. On a un partenariat mondial avec YouGov. On a choisi de faire ça puisque de cette manière, d'abord on est gêné par aucune restriction d'accès aux données personnelles. C'est la définition d'un panel. Il y a une convention entre une entreprise et des panélistes qui participent et qui sont rémunérés. C'est vrai que le consentement, là, il est contractuel, signé sur 14 pages d'un contrat très complexe, très complet. On a à disposition une donnée dont la qualité est pleinement maîtrisée puisqu'on sait d'où elle vient, on sait qu'elle est propre. Et puis, et surtout, on a une bien plus grande richesse de connaissances sur les profils d'audience parce qu'on n'est pas limité par ce qui est uniquement déductible de la navigation sur des sites web, qui est là encore aujourd'hui le principal moyen pour qualifier des profils comportementaux par du tracking avec des cookies tiers. Donc on peut créer des cibles très sophistiquées, très précises. Je dirais qu'on peut répondre de manière chirurgicale aux besoins et aux briefs de nos annonceurs. Et derrière, l'IA va nous aider à appairer, à connecter cette donnée de panel aux plateformes d'activation, que ce soit un DSP ou que ce soit un Google Ads, un Meta, etc. Donc on a beaucoup de nos clients annonceurs aujourd'hui qui bénéficient de cette approche. Donc c'est une approche nouvelle par rapport à celle qui consiste à créer des audiences avec des identifiants, que ce soit un cookie tiers ou que ce soit autre chose d'ailleurs. On peut ranger là-dedans autre chose que les cookies tiers. Et on a pu démontrer à ces clients que la performance était au moins supérieure à celle qu'on avait auparavant avec des cookies tiers. Merci beaucoup Masaki pour cette alerte autour du retour
des panels et pour avoir discuté avec pas mal d'acteurs, c'est vrai que ce retour des panels est également vrai. On parlait tout à l'heure de télévision holistique, mais même dans ce milieu-là, il y a peut-être une réponse à Médiamétrie, mais je ne veux pas entrer dans leur dans leur réflexion, on va dire, autour justement de cette capacité à être au niveau de la précision du digital en ce qui concerne les remontées d'audience, notamment en temps réel potentiellement. Donc merci beaucoup pour ça, Masaki. Merci beaucoup, Margarita, pour ta confiance en tant que partenaire et également pour ton exposition autour du custom bidding et de l'hybrid data. Et remerciements identiques pour toi, Thibaut. Et ce fut un plaisir Merci. de vous rencontrer tous les deux, Masaki et Thibaut que je ne connaissais pas et bien sûr Margarita que je connais bien.